Bonjour et bienvenue dans CNPC au lycée. Et oui, comme vous le savez, les cours continuent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mouvement particulier. Nous sommes toujours dans la partie cinématique, à savoir le mouvement rectiligne sur le CEDA. On s'est rendu compte que ce mouvement-là crée beaucoup de problèmes aux élèves, raison pour laquelle on se propose tout simplement de vous donner un résumé qui, je l'espère, va vous permettre tout simplement de mieux comprendre c'est quoi le mouvement rectiligne sur le CEDA. Sans plus tarder, donc, chers élèves, suivez attentivement et je l'espère, vous allez comprendre maintenant ce qu'est un mouvement rectiligne sur le CEDA. Pour commencer, l'élève doit savoir que le mouvement rectiligne sur le CEDA est un mouvement dont la trajectoire est forcément une droite. Mais surtout, le mouvement rectiligne sur le CEDA est un mouvement de va-et-vient autour d'une position donnée. Et je pense que pour mieux comprendre cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons considérer un ressort dont l'une des extrémités est fixe et sur l'autre extrémité, on va placer un solide. Le ressort étant posé sur le plan horizontal. Et après cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons un peu perturber l'équilibre pour voir ce que cela va donner. Donc, suivez. On considère un ressort qui initialement, n'est-ce pas, est comme suit. L'une des extrémités est fixe et sur l'autre extrémité, on place un solide. S, on va appeler notre système. L'ensemble est à l'équilibre pour dire que l'ensemble est immobile. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement essayer de perturber cet état d'équilibre. En faisant quoi? On a le choix, soit déplacer le système dans ce sens-là, ou bien déplacer le système dans l'autre sens et lâcher le système. En le faisant, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter tout simplement que le système va être animé d'un mouvement de va-et-vient autour du point O. Ce mouvement de va-et-vient autour du point O est un tel mouvement sera appelé un mouvement rectiligne sinusoïdal. Maintenant, au cours de ce mouvement, on va considérer une position M donnée tout simplement du mobile. Cette position va être repérée grâce à l'abscisse. Pourquoi je dis grâce à l'abscisse? Pourquoi? Parce que sur ce plan horizontal, aussi au point O, on repère, n'est-ce pas, droite, X orienté comme suit, où O est l'origine, ainsi on va définir le vecteur unitaire I. Ce qui veut dire quoi? Si nous considérons un instant où le système est à une position M donnée, cette position du système va être repérée grâce à l'abscisse X. Maintenant, qu'est-ce qu'on retiendra? Ce mouvement de va-et-vient va, n'est-ce pas, avoir lieu. Et dans ce mouvement de va-et-vient, on va noter 3 points particuliers, 3 points aussi importants. Quels sont ces 3 points particuliers? Quels sont ces 3 points importants? Va-et-vient autour du point O, nous allons avoir 3 points particuliers. Forcément, l'un des points particuliers, c'est le point O. Pourquoi? Parce que c'est vrai, à l'instant initial, le système était en haut. À l'instant initial, le système était à l'équilibre. Avant, tu parles, n'est-ce pas, avant qu'on perturbe l'état d'équilibre. Mais une fois que, n'est-ce pas, l'état d'équilibre est perturbé et que le système est animé de mouvements de va-et-vient autour du point O, en haut, le système ne s'arrête pas. Par conséquent, la vitesse en haut ne va pas être nulle. Maintenant, quels sont les deux autres points particuliers de ce mouvement? Si le système est animé d'un mouvement de va-et-vient autour du point O, il existe ici un point où, une fois là-bas, le système va s'arrêter avant de faire demi-tour. Ce point, n'est-ce pas, va avoir une abscisse qu'on va noter X max. De l'autre côté, s'il fait demi-tour et qu'il dépasse le point O, il existera aussi ici un autre point où le système, bien d'accord, va s'arrêter avant de faire demi-tour. Maintenant, on montre que ce point-là et ce point-ci seront à égale distance par rapport au point O. Ce qui veut dire quoi? Si ce point-là a pour abscisse X max, ce point-là va avoir aussi pour abscisse moins X max. Conséquence, quels sont ces 3 points particuliers? Ce sont les points d'abscisse X égale à 0 de l'origine, le point d'abscisse X égale à X max où le système s'arrête pour faire demi-tour, et le point d'abscisse X égale à moins X max. Comme vous le concernez, connaissant ces 3 points, qu'est-ce qu'on note? Donc ce mouvement de va-et-vient se fait sur un segment. Quel segment? Le segment est limité par le point d'abscisse X égale à X max et X égale à moins X max. Pour dire quoi? Qu'au cours de ce mouvement de va-et-vient, nous avons un mouvement qui se fait sur un segment. Ce segment-là de longueur L, mais attention, L, sa valeur c'est égal à 2 fois X max. Pourquoi 2 fois X max? Parce que tout simplement, cette distance-là, elle est égale à celle-ci. Et cette distance est X max, puis on a 2 fois. Donc elle est égale à 2X max. Maintenant, pour ces points, on va noter quoi? On va noter des remarques importantes. Au point d'abscisse X égale à X max, la vitesse est nulle. Pourquoi? Parce que le système s'arrête, puis fait demi-tour.
Au point d'axis x égale à moins x max, la vitesse est nulle. Pourquoi? Parce que le module s'arrête avant de rebrousser chemin. Au point d'axis x égale à 0, le système ne s'arrête pas. On montrera tout simplement que ici, en valeur absolue, au point d'axis x égale à 1, je veux dire, la vitesse est maximale. Conséquent donc, au cours de ce mouvement de va-et-vient autour du point O, on peut noter quelques remarques importantes. Quelles sont celles qu'on vient de noter? Au point d'axis x égale à x max, v égale à 0. Au point d'axis x égale à moins x max, v égale à 0. À l'origine, c'est-à-dire au point d'axis x égale à 0. En valeur absolue, la vitesse est maximale. Pourquoi je mets, n'est-ce pas, la vitesse en valeur absolue au point d'axis x égale à 0? Ce que vous devez savoir, c'est que le signe de la vitesse dépend du sens du mouvement. Pour dire quoi? Si le système se déplace suivant le sens positif, c'est-à-dire comme ça, dans ce cas-là, la vitesse va être comptée positivement. Et au cas où le système se déplace dans le sens opposé au sens positif, le système, la vitesse de mouvement va être comptée négativement. N'oubliez pas, la vitesse est une grandeur, n'est-ce pas, algébrique. Et le signe de la vitesse renseigne sur le sens du mouvement. Vitesse positive, pour dire que le système se déplace suivant le sens positif. Vitesse négative, pour dire que le système se déplace suivant le sens opposé au sens positif qui a été donné au repère. Voilà donc globalement ce que nous pouvons retenir en résumé. Donc, mouvement rectiligne sinusoïdal, c'est un mouvement de va-et-vient autour du point O. Au cours de ce mouvement rectiligne sinusoïdal, nous avons 3 points particuliers. Quels sont ces 3 points particuliers? Le point d'axis x égale à 0, le point d'axis x égale à x max, le point d'axis x égale à moins x max. Qu'est-ce qu'on peut retenir au cours de ce mouvement? N'est-ce pas? Ce mouvement de va-et-vient se fait sur un segment dont la longueur L est égale à combien? 2 fois x max. Au point d'axis x égale à x max, v égale à 0. Au point d'axis x égale à moins x max, v égale à 0. À l'origine, c'est-à-dire au point d'axis x égale à 0, en valeur absolue, la vitesse est maximale. Maintenant, nous avons tout ceci. Ensuite, il faut aussi que l'élève sache que le mouvement que nous avons est un mouvement périodique. Je viens de dire que le mouvement que nous avons est un mouvement périodique. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement répétitif. Maintenant, on va s'intéresser un peu à la période. C'est quoi la période? La période, par définition, c'est le temps libre pour faire une oscillation complète. Mais ici, qu'est-ce qu'on appelle oscillation complète? Imaginez que initialement le système soit au point d'axis x égale à x max. C'est quoi la période? Ce sera le temps mis pour que le système puisse quitter ce point, aller jusqu'au point d'axis x égale à moins x max et revenir, n'est-ce pas, au point d'axis x égale à x max. Pour dire quoi? Pour dire tout simplement que pour justifier que ce mouvement que nous avons est un mouvement périodique. Donc, forcément, ce mouvement a une fréquence, de même qu'une pulsation. Pourquoi? Parce que ces 3 grandeurs sont liées. Qu'est-ce qui dit ces 3 grandeurs? Vous savez que la période qui s'exprime en secondes, la fréquence qui s'exprime en hertz et la pulsation qui s'exprime en radian sont liées par la relation d'abord T égale à 1 sur n, pour dire que la fréquence est l'inverse de la période. Encore oméga égale à 2 pi n, qui est aussi égal à 2 pi sur t. Mais n'oubliez pas, vous devez connaître les significations exactes de ces 3 grandeurs. Pour ce qui est de la période, c'est le temps mis pour faire une oscillation complète, c'est-à-dire pour faire un aller plus un retour. Pour ce qui est de la fréquence, ce n'est rien d'autre que le nombre de tours effectués en une seconde. La pulsation, comme je l'ai dit, s'exprime en radian seconde moins 1. Maintenant, l'élève a toutes ces informations-là sur le mouvement rectiligne sinusoïdal. Ça va être connu. Une fois maintenant que c'est connu, on peut commencer à faire l'étude. Et pour faire l'étude d'un mouvement rectiligne sinusoïdal, on va d'abord s'intéresser à ce qu'on appelle son inflation horaire. Et heureusement, pour nous, que pour les mouvements rectilignes sinusoïdaux, nous avons une idée de comment est l'expression de l'équation horaire du mouvement. Quelle est son expression? Je vous la donne tout de suite. L'équation horaire d'un mouvement rectiligne sinusoïdal s'écrit sous la forme x de t égale à x max cosinus d'oméga t plus phi, ou encore x de t égale à x max sinus d'oméga t plus phi. Certains élèves pensent qu'il y a une différence entre ces deux expressions, alors qu'il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il est toujours possible, vous allez demander au médecin, de passer de la forme cosinus à la forme sinus, ou bien de passer de la forme sinus à la forme cosinus. Donc, lorsque vous aurez à faire l'étude, soit vous travaillez avec cette expression, à savoir x de t égale à x max cosinus d'oméga t plus phi, ou bien vous travaillez avec d'autres expressions. Maintenant, que représente x max, que représente oméga, on connaît, c'est la pulsation, que représente phi, que représente x de t. C'est ça que nous allons tester. X de t représente l'axis ou prolongation à la date t, c'est-à-dire permet seulement de mesurer, de repérer la position du module à l'instant t. Donc x de t s'exprime en mètres. Que représente x max? On l'a dit,
c'est l'amplitude ou bien l'élongation maximale. À cette position, le système s'arrête, puis fait des retours. Donc là, c'est une abscisse, c'est une élongation, conséquence, ça s'exprime en mètres possible. Pour ce qui est de la pulsation, on l'a dit, donc ça s'exprime en quoi? Radian, seconde, moins 1. Pour ce qui est de la phase à l'origine, elle va s'exprimer tout simplement en radian. Pourquoi? Parce que c'est un angle et dans le système international, l'angle, n'est-ce pas, s'exprime en radian. Donc pour un mouvement équilibre sinusoïdal, nous connaissons son équation horaire et nous connaissons tout simplement la définition des grandes telles que x max, oméga, phi et x de t. Maintenant, connaissant l'équation horaire du mouvement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement essayer de donner l'équation horaire de la vitesse. Pour donner l'équation horaire de la vitesse, il faut d'abord choisir entre ces deux formules-là la forme avec laquelle vous allez travailler. Donc moi, je vais travailler soit x de t qui est égal à ça, x max cosinus de oméga t plus phi. C'est cette forme-là que je considère comme étant l'équation horaire de ce mouvement. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons tout simplement donner la vitesse. Par définition, qu'est-ce que nous savons? On a tout simplement v égale à d dx sur dt, c'est-à-dire x point. Si v est égal à x point, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut considérer x de t et dériver x de t. Donc, quelle va être la dérivée de x de t? En dérivant, on aura ceci, v de t va être égal à quoi? Dérivée de x max cosinus de oméga t plus phi, le x max, on va le maintenir. X max. Dérivée de cosinus de oméga t plus phi, c'est moins oméga sinus de oméga t plus phi. Donc, oui, il y a un moins oméga. Et d'accord? Sinus de quoi? Sinus de oméga t plus phi. Voilà l'expression tout simplement de la vitesse. Mais attention, cette expression de la vitesse, elle est valable lorsque vous travaillez avec l'expression de l'équation horaire, n'est-ce pas, qui est de la forme x de t égale quoi? X max cosinus de oméga t plus phi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va posons V max égale à combien? Oméga x max. V max représente la vitesse maximale. En tout cas, ce qu'on peut dire, en valeur absolue, au point O, la vitesse que nous avons, c'est égal à V max qui est égal à quoi? Oméga x max. Donc, pour ce mouvement, on connaît comment OK est l'expression de l'équation horaire du mouvement. Nous savons aussi comment déterminer la vitesse à un instant t donné. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aussi essayer de donner l'équation horaire de l'accélération. On rappelle tout simplement que pour avoir l'équation horaire de l'accélération, il fallait d'abord choisir une forme de l'équation horaire du mouvement. On avait choisi la forme x de t égale à x max cosinus d'oméga t plus phi. Et si tel est le cas, la vitesse va s'exprimer sur la forme v égale au moins oméga x max sinus d'oméga t plus phi. Maintenant, si vous voulez avoir l'accélération A, par définition, qu'est-ce que nous avons? On a tout simplement l'accélération A n'est rien d'autre que la dérivée première du vecteur vitesse par rapport au temps, ou bien tout simplement la dérivée seconde, tout simplement du, n'est-ce pas, vecteur position par rapport au temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier la tâche. Nous allons considérer que nous allons dériver tout simplement une forme. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? A va être égal à combien? On a V, n'est-ce pas, la constante moins oméga x max, on va maintenir cette constante moins oméga x max, et nous allons dériver sinus de oméga t plus phi. En dérivant sinus de oméga t plus phi, on sait que ça va être oméga cosinus de oméga t plus phi. Ce oméga qui sort, va trouver un oméga ici pour dire quoi? On aura oméga carré, tout simplement, cosinus de oméga t plus phi. D'accord. Maintenant, si l'élève sait observer réellement, il verra que cette partie-là, x max cosinus de oméga t, est égal à quoi? Est égal à x de t. Pour dire que A est égal à combien? Moins oméga carré x. À partir de ce moment-là, je peux avoir une idée, n'est-ce pas, de comment sont les signes de A et de x. Pourquoi? Parce que si je dis que A égale à moins oméga carré x, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que A sur x est égal à combien? Moins oméga carré. Et moins oméga carré, quel est son signe? Moins oméga carré est négatif. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que je dis? Le rapport A sur x est négatif, et si le rapport A sur x est négatif, le produit aussi A sur x est négatif. Et qu'est-ce que je dis? Si le produit A sur x est négatif, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'accélération et, n'est-ce pas, l'élongation x seront tout le temps aussi opposés. Maintenant, en continuant notre étude, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire tout simplement que nous avons A égale à moins oméga carré x. A étant égal à moins oméga carré
Ça veut dire tout simplement A plus oméga carré X est égal à combien? 0. Et à partir de ce moment-là, que représente A? A c'est X 2 points, plus oméga carré X est égal à combien? 0. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ici ce qu'on appelle une équation différentielle. C'est quoi une équation différentielle? C'est une équation liant une fonction donnée et ses dérivés. Ici c'est le cas. Si vous considérez X comme étant une fonction, il est lié tout simplement à sa dérivée seconde. Raison pour laquelle on dira que nous avons ici une équation différentielle du second ordre sans second ordre. Maintenant, si vous avez une équation différentielle de la forme x 2 points plus oméga carré x égale à 0 et que la trajectoire du mouvement soit une trajectoire rectiligne, dans ce cas aussi, vous pouvez le dire sans vous tromper que ce mouvement-là que vous avez est un mouvement rectiligne sinusoïdal. Voilà, chers élèves, je pense que vous avez, n'est-ce pas, ce qu'il vous faut. Voilà, chers élèves, j'espère que vous avez compris cette partie du cours sur les mouvements rectilignes sinusoïdaux. Dans mes prochaines vidéos, je vous proposerai des exercices corrigés sur toujours la partie mouvement rectiligne sinusoïdal. J'espère que cette vidéo vous a permis tout simplement de mieux comprendre ce type de mouvement. Donc, je vous demande de vous abonner et de faire tout simplement la promotion de notre chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur notre chaîne CNPC au lycée.